Amis de l'analyse de schéma, bonjour. Et aujourd'hui, on va regarder un schéma qui a été envoyé par Valentin, qui est un schéma très classique d'un amplificateur audio d'une puissance qui varie entre à peu près 60 et 100 watts selon le type de charge et la valeur de l'alimentation. Ce schéma vient d'un site qui s'appelle ESP, Elliott Sound Product, dans lequel il y a beaucoup de schémas audio, c'est un site qui présente aussi des kits et qui explique pas mal. N'hésitez donc pas à aller jeter un coup d'œil, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler que ces vidéos d'analyse de schéma que je fais, pour les comprendre, il faut quand même avoir les connaissances minimum de base en électronique, en électricité, sur le fonctionnement des composants et tout ça. Je sais qu'une fois quelqu'un m'a reproché de dire ouais mais t'expliques pas comment marche le transistor et tout. Enfin voilà, vouloir faire un cours d'électronique complet dans une vidéo unique, ça n'a pas de sens. Donc encore une fois, là, je veux dire, j'explique, je me concentre sur ce schéma, mais je pars du principe quand même que les notions de base quand même sont acquises. Alors voilà, donc c'est un amplificateur qui marche en classe AB. J'avais fait déjà une vidéo qui explique un petit peu ces classes de polarisation. Donc les classes AB sont généralement les plus utilisées, dans la mesure où la classe A, qui est parfois considérée comme étant le top du suprême, ce qui est pour dire forcément vrai, a l'inconvénient d'avoir un très mauvais rendement, de chauffer énormément. La classe B, personne n'utilise parce que ça fait trop de distorsion, et la classe AB, justement, grâce à un courant de repos, où on va dire on polarise les transistors quand même de façon, comme on va le voir, à éviter la distorsion de croisement, permet d'avoir justement, un bon compromis. Pour analyser ce schéma, comme d'habitude, rappelez-vous ce que je vous avais dit, il faut essayer de repérer des patterns connus. Et là, il y en a pas mal qui sautent aux yeux. La première pattern connue qu'on a, c'est celle-ci, qui est celle d'un amplificateur différentiel. On en retrouve une autre qui est très connue, c'est celle-ci, qui est, un montage très connu qui permet en quelque sorte de faire une diode Zener qui peut marcher des tensions assez faibles et qui est ajustable. On retrouve cette pattern-là, aussi très connue, qu'on appelle Bootstrap. Et bien sûr, là, les deux transistors de sortie qui sont montés, alors non pas en Darlington ici, mais en paire qu'on appelle Ziclay. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait sur le sujet. Voilà en gros les patterns ici qu'on peut retenir. Alors, limite, on peut très bien partir de l'entrée vers la sortie. Alors, déjà, pour commencer, on repère quelque chose d'important, c'est que, bien sûr, cet amplificateur utilise des alimentations symétriques, comme on voit ici, plus 35, moins 35, et non pas une alimentation unique. Alors, le fait d'utiliser des alimentations symétriques, déjà, ça permet d'avoir déjà plus de puissance, vu que là, le signal de sortie peut évoluer, alors pas jusqu'à 35 volts, bien sûr, parce qu'il y a du déchet dans les transistors, mais de façon assez haute. Et surtout, ça évite d'avoir à mettre ce gros condensateur qu'on met en sortie quand c'est des alimentations simples et qui n'améliore pas vraiment le trajet. On évite dans la mesure du possible en audio de mettre des condensateurs sur le trajet du signal. Bon là, on verra qu'il y en a un, mais il n'y en aura pas donc beaucoup. Donc au niveau des alimes, il n'y a pas grand chose à dire. On retrouve ici des fusibles de protection, c'est assez classique. Et on retrouve bien sûr du découplage avec ces condensateurs de 100 micros et découplés par des condensateurs de 100 nanos. Je rappelle que dans la mesure où les condensateurs électrochimiques comme ça importants n'ont pas des comportements vraiment excellents avec des fréquences plus élevées, il est courant de mettre dessus des condensateurs de capacité beaucoup plus faible, mais avec un meilleur comportement, à ces fréquences-là. Donc voilà ce qu'on peut dire de l'alimentation. Alors si on prend le signal ici à l'entrée, qu'est-ce qu'on voit? On a évidemment ce condensateur, qui justement sera le seul, on va dire, quelque part dans le trajet du signal, et qui sert à éliminer la composante continue à voir sur le signal, c'est assez classique. On a ensuite là ce réseau avec une résistance, on peut voir ça comme un pont diviseur, avec en même temps un filtre là qui élimine éventuellement des très hautes fréquences, et qui attaque donc directement une des branches de cet amplificateur différentiel.
Alors l'amplificateur différentiel, en gros, hein, c'est pareil, c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais je rappelle que c'est un amplificateur qui va faire passer dans une branche un courant qui dépend de la différence. Alors, encore une fois, on peut parler de tension et de courant, mais enfin, bon, à la limite, pour simplifier, on va parler en tension, de tension qu'il y a entre les deux bases des transistors. C'est pour ça qu'on l'appelle différentiel, hein. Le courant qui va passer là dans cette branche, eh ben, sera proportionnel à la différence de tension des deux côtés, hein. Voilà. Bon, je simplifie un peu, mais c'est comme ça. On retrouve ensuite, là, dans les deux émetteurs, ce système basé autour de Q3 qui est branché tout simplement au générateur de courant. Hein, c'est beaucoup mieux d'avoir ça améliore bien les performances plutôt que d'avoir une simple résistance. On peut le faire, mais je veux dire, c'est beaucoup moins bon. Donc ce générateur de courant, il est fait de façon très très classique, alors, en utilisant une LED, hein, qui permet d'avoir une tension un peu plus haute qu'avec des diodes, mais un courant qui est relativement faible. À la limite, elle s'allumera pas vraiment, cette LED, hein. Le but n'est pas du tout d'exploiter son côté, on va dire, électroluminescent, mais vraiment, on l'utilise comme une référence de tension, hein. Donc elle est polarisée, cette LED, voilà, par cette résistance-là, qui va faire passer un courant à l'intérieur, courant qui va donc générer une tension fixe, ici, hein, de l'ordre de, je pense, dans les 1, quelques volts. Et bien sûr, cette tension qu'on a ici sur la base, on la retrouve sur l'émetteur avec le seuil en moins, donc en gros 0,6 volts. Et ben voilà, c'est très classique, hein, comme on a imposé, on va dire, la tension sur l'émetteur aux bornes de R7, donc on impose le courant, et en imposant ce courant, comme le courant de collecteur est à peu de choses près est égal au courant d'émetteur, on a bien un courant constant qui passe à cet endroit. Donc voilà pour cet amplificateur différentiel qui est, comme on le verra tout à l'heure, attaqué de l'autre côté par la contre-réaction. Hein, on va y revenir, hein, mais faut le voir un peu comme un ampli-op, hein, c'est un peu ça, c'est un ampli-op, on va dire, très simplifié, avec une entrée, on va dire, non inverseuse et une entrée inverseuse à cet endroit-là. On peut le voir comme ça, et donc qui va permettre justement d'avoir un gain stable du fait justement de cette contre-réaction. Toute variation à l'entrée va donc faire déséquilibrer, on va dire, cet amplificateur différentiel, et donc va faire une variation de courant qu'on va retrouver à cet endroit-là. Donc cette variation de courant, elle attaque aussi là ce transistor, hein, et ce transistor, on voit qu'il y a ici cette chaîne qui est passée un courant qui en gros gère et la polarisation et l'attaque des étages de sortie. Donc c'est un étage, hein, ce qu'on appelle classiquement push-pull, avec cette paire Xiklai ici, qui est l'équivalent d'un transistor NPN. Hein, c'est une combinaison, hein, qui permet d'avoir un transistor, enfin l'équivalent d'un transistor NPN à grand gain. Et on retrouve ici la symétrie, un autre montage Xiklai qui lui est l'équivalent d'un transistor PNP à grand gain. Pour info, on aurait trop bien pu aussi utiliser un Darlington, hein, c'est ce qui se fait, mais c'est moins bon. Enfin, généralement, c'est mieux de prendre des Xiklai. Déjà, on a moins de tension de déchets dans la mesure où avec un Darlington, on a deux seuils entre l'équivalent de la base et l'émetteur. Donc là, on en a... Donc en classe AB, hein, je rappelle que l'idée, de façon à éliminer justement la distorsion qu'on appelle de croisement, hein, on y reviendra tout à l'heure, qui se produit quand le signal est près de zéro. L'idée, c'est qu'on fait passer ce qu'on appelle un courant de repos à l'intérieur là de cette branche, de telle façon à ce que, on va dire, les transistors ils soient déjà un petit peu, je veux dire, au travail, de façon à justement éviter d'avoir cette distorsion. Alors bien sûr, ce courant, par contre, ce courant de repos, on s'arrange pour que la tension à cet endroit-là soit nulle. C'est juste un courant, on va dire, qui part du haut ici et qui est entièrement absorbé par la charge, c'est-à-dire qu'il ne va pas du tout passer dans la sortie. Et ce courant de repos, justement, il faut qu'on puisse l'ajuster, hein, dans la mesure où le faire de façon fixe, c'est assez difficile parce qu'il est quand même relativement dépendant de différentes caractéristiques. Et donc, pour pouvoir régler ce courant, comment on fait? Eh ben, on impose la différence de tension qu'il y a entre les deux bases de ces transistors de sortie. Hein, je rappelle encore une fois que le fait d'imposer la tension sur la base
bah, ça impose quelque part la tension sur l'émetteur, hein, vu que la différence ici entre les deux est stable, généralement, enfin de l'ordre de 0,6 volts. Et on retrouve le même système qu'on avait ici, hein, dans la mesure où on a là deux résistances de valeur connue. Si on s'arrange pour avoir une différence de potentiel aux bornes, on va dire qui est fixe, eh ben le courant qui passera à l'intérieur sera aussi fixe. Hein, c'est ça l'astuce. Et donc pour faire ça, on retrouve cette espèce de zénère ajustable, hein, qu'on va pouvoir régler. Et on voit bien que en réglant la différence de potentiel qu'il y a là entre les deux bases, eh ben, elle va bien régler le courant qui passe à l'arrêt, on va dire au repos, dans cette branche-là. Donc voilà, hein, c'est un montage ici qui est très classique. Donc on a donc ce courant ici de repos et qu'on vient en déséquilibrer avec le signal audio. Alors là, on retrouve aussi ce montage, hein, qui s'appelle Bootstrap. Alors c'est pareil, expliquer toutes les subtilités du Bootstrap en une seule vidéo, c'est pas tellement facile, mais dans l'idée, c'est quelque chose qui va permettre en fait d'améliorer un petit peu la dynamique en faisant une sorte de générateur de courant constant. On pourrait mettre un générateur de courant constant là, mais pour essayer de comprendre de façon un peu intuitive comment ça marche, eh ben l'idée c'est qu'on voit qu'on charge ce condensateur là avec une partie du signal de sortie qu'on ramène sur ici ce pont diviseur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la tension de sortie va varier, elle va varier de façon assez importante avec le signal, à cause de ce condensateur-là, la tension au bord de cette résistance-là, elle, vu qu'elle est, on va dire, filtrée par ce condensateur-là, elle restera à peu près constante. Dans l'idée, c'est un petit peu ça. Ce qui veut dire que la tension ici, à la limite, elle peut voire même devenir plus négative que la tension d'alimentation, vu que on voit que si le condensateur ici était chargé, eh bien quand la tension là va baisser, elle peut rester plus négative, mais elle restera quelque part la tension ici justement constante par rapport à ce qu'elle était. Et encore une fois, tension constante aux bornes de résistance, ça fait à peu près un courant constant. Donc voilà, hein, si vous voulez plus d'infos, je vous conseille de chercher, hein, je mettrai aussi des liens justement sur cette notion de bootstrap, hein, qui est très utilisée, qui permet aussi en règle générale d'améliorer les impédances, hein, des amplificateurs. Et voilà donc pour cette pattern, hein, qui est aussi quelque chose de très connu. Alors le bootstrap il peut être fait de différentes façons. Des fois c'est fait dans l'autre sens, hein, c'est que cette partie-là est plutôt en bas, lui est plutôt en haut. Enfin, voilà, ça change, mais dans le principe ça fonctionne pareil. Alors ensuite on a là ce réseau qui justement fait la contre-réaction. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est très proche en fait de ce qu'on aurait avec un amplificateur opérationnel. Hein. Rappelez-vous, quand on a un amplificateur opérationnel monté en amplificateur non inverseur, eh ben on a bien cette boucle de contre-réaction avec cette partie-là qui permet en gros d'avoir un gain, je veux dire plutôt très faible en continu, hein, vu qu'en continu, on va dire c'est comme si l'amplificateur était monté en suiveur de tension, et dès que la fréquence augmente un peu, cette capacité-là a une impédance qui devient de plus en plus faible, et donc qui fait un gain. Enfin, encore une fois, c'est un montage très classique, hein, d'amplificateur non inverseur, et donc cette résistance-là, enfin ces deux résistances-là, mais surtout on va dire R5, c'est elle qui va donc régler le gain en tension donc de l'amplificateur. Hein, si on voulait plus ou moins de gain, eh ben on faudrait modifier cette résistance. Et donc, grâce à cette contre-réaction, eh ben, on a un système, je veux dire, asservi, hein, standard, qui fait que il garde un gain constant. Hein. Enfin, c'est encore une fois quelque chose d'assez classique. Voilà en gros un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a ce condensateur-là. Ce condensateur-là, en fait, c'est c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on appelle la compensation, hein, sur les amplificateurs opérationnels. L'idée, c'est de donner de la stabilité en décalant un peu un des pôles, hein, de la bande passante. Alors, je vais pas trop en parler là parce que j'ai prévu une vidéo justement sur ce kit là du 741 qui reviendra sur cette notion. Mais voilà, en gros, c'est on va dire quelque chose d'assez classique qui va permettre de modeler, on va dire, la réponse en fréquence de cet amplificateur-là et de s'arranger que de la configuration où il est, il reste toujours stable. Hein, si on ne mettait pas ce condensateur-là ou si on bricolait trop avec, on risquerait d'avoir des oscillations
et carrément de transformer tout ce truc-là en oscillateur, ce qui n'est pas vraiment le but de la manœuvre. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste ce réseau-là aussi, qui est un très très grand classique, et dont le but est de corriger l'impédance de sortie aux hautes fréquences. Pourquoi? Parce que les haut-parleurs ont fortement tendance à voir leur impédance augmenter très fortement avec l'augmentation de la fréquence, et donc ce réseau, c'est pareil, c'est très classique, et ben corrige ça de façon à ce que l'impédance de charge de sortie reste à peu près, hein, c'est pas constante au fur et à mesure que la fréquence augmente. Donc voilà rapidement comment fonctionne ce circuit, qui est sans doute un très très bon circuit. Il y a énormément de variantes, je sais pas combien j'en ai vu, moi, des schémas d'amplificateurs BF classe AB qui sont plus ou moins simples, plus ou moins compliqués. Celui-là, je pense que c'est un grand classique. Il est très connu, je veux dire, et je pense que si vous voulez faire un ampli, c'est un bon candidat pour se faire un excellent amplificateur avec des composants discrets. Alors, ce fameux courant de repos, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'éviter ce qu'on voit ici. Voilà exactement comment se matérialise, si on regardait avec un oscilloscope, le signal de sortie. Si on a une belle sinusoïde à l'entrée et que le courant de repos est trop faible, eh ben on a ça, et ce qu'on voit ici, là, voilà, c'est typiquement ce qu'on appelle justement la distorsion de croisement, crossover distortion, comme disent les Anglais, parce qu'on voit que quand le signal là ici est proche de zéro, eh ben les transistors là, ils sortent un petit peu de leur zone un peu linéaire, et il y a cette zone en fait qui est une sorte de point mort. Donc l'idée c'est d'avoir un courant de repos pour faire disparaître au mieux la valeur qui est ici. Alors ce courant de repos, comme j'ai dit, on va le régler en imposant la tension là entre les deux bases, donc en réglant ici VR1, sachant qu'il faut quand même faire attention. Pourquoi? Parce que si on le met trop haut, les transistors ils vont dissiper une puissance qui est assez importante, c'est-à-dire même en l'absence de signal, et au bout d'un moment, enfin, ça peut même les cramer. Il faut faire attention. Généralement, dans le design, on s'arrange pour que la valeur de ce potentiomètre là soit telle, rappelez-vous ma vidéo sur les réglages, que même à fond on n'en arrive pas dans de telles extrémités, mais ça peut le faire ça peut faire chauffer les transistors de façon importante. Alors si on regarde la doc qu'il y a avec ce schéma, eux ils conseillent un courant de repos de 75 mA. 75 mA, si on calcule, ça veut dire qu'il passe en permanence, même avec l'entrée, je veux dire, sans signal, 75 mA dans la branche, et si on calcule 75 mA 35 volts, ça fait quand même 2,6 watts. Ça veut dire que chaque transistor ici va dissiper 2,6 watts, c'est-à-dire que l'ampli il va dissiper plus de 5 watts, je veux dire, étant complètement à l'arrêt, c'est-à-dire, enfin pas à l'arrêt, mais je veux dire sans aucun signal, il consomme déjà cette puissance-là. Alors bien sûr, c'est le prix à payer pour pas avoir trop de distorsion. Maintenant, vouloir en mettre plus, plus on va en mettre, on va dire, du courant de repos, plus on va se rapprocher d'un classe A quelque part, mais plus en effet ça va chauffer. Alors bon là, limite, il préconise ça, on peut le régler comme ça. Maintenant, si on connaît pas la valeur et si on veut le régler, on va dire un petit peu soi-même, moi je vais vous dire un petit peu la technique que j'utilise. Alors déjà, si on n'a qu'un seul multimètre, donc déjà pour le régler, il n'y a pas besoin de couper ici, de mettre un ampèremètre, vu qu'on a la chance là d'avoir ces deux résistances là. Eh ben, il suffit de mesurer la tension, alors soit aux bornes d'une résistance, mais souvent on mesure aux bornes des deux. C'est-à-dire qu'on va mettre un multimètre entre l'émetteur de Q6 ici et l'émetteur de Q5, c'est-à-dire aux bornes des deux résistances, et la tension nous donnera la valeur du courant de repos, dans la mesure où là, si on regarde bien avec la loi d'Ohm, on s'aperçoit qu'en gros, on a chaque millivolt mesuré correspond à 1,5 mA, ce qui veut dire que 50 millivolts donnera en gros le courant de repos justement de 75 milli qui est préconisé. Donc pour faire ça, comme on fait, généralement on court-circuite l'entrée là à la masse. On va régler VR1 de façon à ce que le curseur soit sur l'émetteur du transistor, ce qui veut dire que là normalement il y a quasiment très très peu de courant qui passe, c'est le courant minimum. Mettre les branches donc du multimètre aux bornes des deux résistances, et on tourne
tout doucement VR1, hein, le réglage, de telle façon à ce que on mesure donc 50 millivolts, ce qui correspond à 75 000. Donc ça, on va dire, c'est un petit peu le réglage de base comme ça. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder en effet l'effet. Un autre truc qu'on peut faire aussi, en faisant ça, c'est se donner la limite. C'est-à-dire essayer de repérer sur le réglage à quel endroit on estime qu'on va trop loin. Donc, mettons que là, on se donne comme limite 100 mA de repos, parce qu'on dit non, après, de toute façon, mes transistors, ils vont trop chauffer. Déjà, ça permet, si après on règle sans mesurer ça, justement, en dynamique, de pas dépasser. Donc, on peut faire une marque, compter les tours, enfin voilà. En gros, ça donne une idée un petit peu de la plage de jeu. Après, moi, ce que je fais, c'est justement, je mets un signal de 1 kHz à l'entrée de mon ampli. Je mets en sortie une charge fictive, donc une résistance de 4 ohms par exemple, ou de 8 ohms. Résistance bien sûr assez importante pour supporter la charge. Je mets une sonde d'oscilloscope, hein, donc avec VR1, je vais dire, ici, j'ai du courant de repos faible, je vois cette distorsion, et je tourne jusqu'au moment où en gros je la vois plus. Après, on va dire, c'est un petit peu au feeling, sachant que là-dessus, mais bon, c'est pas un débat que je vais ouvrir ici, parce que je sais que c'est un débat qui part souvent en couille avec les audiophiles et tout ça. Maintenant, faut pas non plus rêver, je veux dire, je m'étais, moi, amusé, justement, à faire des essais avec des gens que je connais, je veux dire, un petit peu en double aveugle, pour essayer de voir à partir de quel niveau de distorsion ils arrivaient à l'entendre, justement, sur la musique. Et je m'étais aperçu déjà que même là, si on voit encore un petit truc, les trois quarts des gens, à mon avis, au niveau du son, ils le voient pas. Puis encore une fois, faut pas oublier qu'un système d'amplificateur, c'est une chaîne, hein, comme on dit, c'est pour ça qu'on dit une chaîne hi-fi, et que derrière, il y a aussi le haut-parleur qui lui-même introduit de la distorsion et tout ça. Moi, j'avais entendu dire, est-ce que c'est vrai ou pas, que, je veux dire, la majorité des gens, en dessous de 2-3% de distorsion, ils le perçoivent pas à l'oreille. Donc voilà, est-ce que ça a du sens d'aller faire des amplis avec des 0,001% de distorsion? Après, en effet, c'est plus, pour moi, on sort du domaine de la science pour entrer dans celui de la foi. C'est une autre histoire. Mais enfin voilà, après, chacun voit midi à sa porte. S'il y en a qui ont une super oreille et qui arrivent à voir ça, pourquoi pas. Mais voilà, dans la pratique, en fait, en le réglant comme ça, hein, je veux dire, dès qu'on voit que là, quasiment, on voit plus ce truc-là, voilà, on peut considérer que c'est à peu près bon. Hein. C'est pas la peine d'aller après plus loin, d'avoir un ampli qui chauffe trop. C'est jamais bon. Il faut savoir que plus ça chauffe, plus la durée de vie va être limitée, plus ça consomme de l'énergie pour rien. Eh bien voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura intéressé. Merci à Valentin de m'avoir envoyé ce schéma. Bon, je reconnais que je suis pas un super spécialiste de l'audio, hein. Faut mieux aller voir le camarade JP pour ça, et bien plus calé que moi sur cette question. Mais enfin voilà, je veux dire quand même, ces amplificateurs là, c'est quand même des grands classiques. Et je pense que ça fait un peu partie de la culture générale électronique, de savoir un petit peu quand même comment ils fonctionnent au moins de base. Je vous rappelle aussi que je ferai un live samedi prochain à 21h, comme d'habitude. Donc le 30, avec bien sûr Nicolas, qui fera la brigade anti-troll. Tiens Maurice, tu veux savoir si je profite du Black Friday pour acheter des trucs pour mes QDN? Eh ben, pas du tout. Moi je suis pas fan du Black Friday, c'est pas un truc de chez nous. Et puis surtout, généralement, c'est plutôt des fausses promos. Mais enfin, je vais quand même te donner un conseil. Si au niveau du Black Friday, tu veux être sûr de faire des affaires, eh ben t'achètes rien. Et là, je te garantis 100% d'économie sur tous les produits. Là-dessus, que le grand distordu épargne vos oreilles, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.